Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence, cher Premier. Alors en français, on dit cher Premier ministre. En italien, bien évidemment, c'est cher Président, Monsieur le Président du Conseil, Enrico Letta. Alors Enrico Letta est francophone, hein, il parle français. Si je faisais un peu de mauvais esprit, je dirais mieux que beaucoup de Français. Merci vraiment, Monsieur le Président, de votre présence. Donc, vous avez été président du Conseil d'Italie. Vous avez été plusieurs fois ministre, d'ailleurs, avant d'être président du Conseil en Italie. Vous avez vécu en France quelques années. Vous avez eu des responsabilités civiles. Et puis là, vous êtes revenu en politique à Rome. Vous résidez désormais à Rome. D'ailleurs, Saint-Raphaël est entre Rome et Paris. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons l'opportunité de pouvoir discuter avec vous ce soir. Et vous êtes secrétaire national du Parti démocrate qui fait partie de la coalition gouvernementale actuelle dirigée par Mario Draghi, que nous connaissons bien puisqu'il a été gouverneur de la Banque Centrale Européenne, un grand gouverneur de la Banque Centrale Européenne. Et ça me permettra d'ailleurs, si vous en êtes d'accord, notre sujet général porte sur la démocratie et sur les populismes, mais j'aimerais bien quand même qu'on profite en quelque sorte de votre présence pour discuter un petit peu de la situation en Italie, de la situation politique et économique en Italie, dont on a l'impression qu'elle évolue de façon extrêmement positive. Et donc, comme vous êtes soutien du président du Conseil et que vous voyez les choses de l'intérieur, je serais aussi très heureux de pouvoir en discuter avec vous. Alors, cher président, cher Enrico Letta, une première question qui est une question très générale, mais on entre là en campagne électorale en France. Il y a des rassemblements comme le nôtre, et puis au moment où je parle, il y a d'autres rassemblements d'ailleurs. J'ai vu des images où les gens visiblement n'ont pas compris qu'il y avait des virus en circulation. Donc le populisme est aussi un populisme médical, d'après ce que j'ai cru voir. Est-ce que quand même cette montée des populismes que l'on a vu aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans certains pays de l'Union européenne, la Pologne, la Hongrie, puis peut-être plus généralement cette montée des nationalismes, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous qui avez un engagement démocratique très fort? Bon, premièrement, merci de l'invitation. Je salue le maire et vous tous. C'est un vrai plaisir. J'avoue que c'est la première fois que je suis à Saint-Raphaël. J'espère la première d'une longue série. Et je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec Nicolas, pour lequel je porte beaucoup d'estime. On est dans un temps dans lequel on a tous la perception qu'on vit des accélérations dans la vie publique et dans ce qui se passe autour de nous. Si on regarde ce qui s'est passé pendant les derniers 30-40 ans, on a vu les choses changer, mais l'accélération du changement a pris un rythme dans les derniers temps qui est incroyable. On peut le voir, on peut le tester sur beaucoup de choses. Moi, j'emploie dans mon pays toujours une image qui est l'image des voitures, des autos. On était habitués en Italie, on achetait tous les Fiat, et on était habitués en Italie à voir des Fiat qui changeaient de nom avec le chiffre. Et la vie d'une famille normale, comme c'était celle de mes parents, était une vie dans laquelle il fallait faire un pas après l'autre. Donc chaque 3 ou 4 ans, on avait l'aspiration de changer de voiture et de passer à un chiffre supérieur. Donc les Fiat, si vous voyez, c'était 124, 125, 127, 130, 131, 132. Alors là, c'était la retraite. Hein, vous étiez prêts pour la retraite. Et c'était un peu comme ça. Donc un changement lent, 2 ans, 3 ans, 4... Et c'était un peu comme ça en France aussi. Moi, j'ai eu la chance de vivre en France au mois de 3 ans dans les années 70 à Strasbourg, donc un peu loin d'ici. Mais c'était un peu la même chose. Donc on faisait des pas lents, tranquilles. Les changements arrivaient, mais les changements des dernières années sont incroyables. On a tous ces trucs-là et on est passé du iPhone 6, puis 7. Puis on n'a pas encore appris le 8 et on passe au 9. Et puis on passe au 10. Et on commence à avoir ce sens de pression. Donc les changements. Alors moi, mon premier point, c'est que le populisme, en réalité, c'est une des façons des gens et de la politique de parler à cette anxiété qui vient de la rapidité des changements.
Donc les changements technologiques notamment, c'est-à-dire qui génèrent ce qu'on appelle dans ma corporation la destruction créatrice, c'est-à-dire vraiment des évolutions, des changements dans l'emploi, dans les façons de consommer, qui en effet peuvent générer une angoisse. Oui, et qui génèrent en plus le fait que on a été préparé quand on est allé à l'école, même ma génération, la tienne est un peu plus bon, mais disons nos générations, on a tous été préparés à étudier, puis trouver un travail, et puis un jour aller à la retraite, et puis jouir des années de la retraite. En fait, on vit des changements qui sont radicaux, même de parcours professionnel. Donc l'angoisse, l'anxiété. Ça, c'est un premier point essentiel. Et donc, il est facile que des messages simples, de dire qui parlent tout de suite aux problèmes des gens et à cette difficulté à vivre ces changements rapides. Et c'est facile que ces messages passent, des messages un peu destructifs. Oui, mais puis, il y a un deuxième autre aspect, parce que ces changements sont pas seulement des changements dans nos vies personnelles, mais c'est des changements au niveau mondial. Si vous me permettez, je vous propose un petit jeu qu'on va faire ensemble. Alors, est-ce qu'on peut avec une image qui vient d'une chose très étrange qui m'est il y a des magasins dans lesquels vous pouvez acheter des journaux du jour où vous êtes né. Est-ce qu'on peut diffuser l'image, s'il vous plaît? Donc, il y a ces magasins dans lesquels vous pouvez acheter. Ah, donc, pour mon anniversaire, il y a quelque temps, on m'a offert en cadeau cette image. Pas cette image, c'était un hebdomadaire très fameux en Italie dans les années 60 quand je suis né. Et donc, en 66, il y avait dans cet hebdomadaire cette image. Qu'est-ce que cette image? Cette image, c'est un type de l'époque, un cartooniste, qui racontait, il disait, oh là là, le monde, le village global. Donc, 66. Et il prenait 100 personnages. Là, vous voyez, il y a 100 personnages. Ils sont naturellement, il les dessine de façon un peu stéréotypée. Aujourd'hui, ce ne serait même pas possible peut-être de les dessiner comme ça. Mais en 66, c'était possible. Donc, il les dessine comme ça. Et il les raconte en termes de poids démographique. Donc, vous avez les 5 continents. Et vous avez, naturellement, puisque le journal est un journal italien, c'était un journal qui n'existe plus, mais c'était le plus fameux hebdomadaire italien, La Domenica del Corriere. Et donc, vous avez naturellement, nous les Européens, au centre. L'île que vous voyez au centre, alors c'est nous, les Européens. Et vous voyez, c'est plein de monde. C'est plein de monde. Puis vous avez en bas, à votre gauche, vous avez les latino-américains, à votre droite, les africains. Ils sont très peu. Et puis au nord, vous avez à gauche, vous avez les asiatiques, et là c'est plein. Et vous avez les nord-américains. Là aussi c'est assez vide, mais il y a les gratte-ciel, il y a tout ça. Alors, quel est le jeu que je voudrais faire avec vous? Le jeu est le suivant. Alors ça, c'était 66. Donc c'est pas il y a 3 siècles. Hein. Moi, je venais de naître. Alors je me suis demandé, puisque j'ai la perception que le changement est en train vraiment de bouleverser nos vies, et c'est un changement qui n'a jamais eu lieu de façon si intense comme aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Alors je me suis dit, peut-être, je peux imaginer ce que serait cette même image, disons, à la fin de la vie de ma génération. De voir qu'est-ce que ça change dans le monde au passage d'une génération. Donc non pas de centaines d'années ou de siècles, mais une génération. La naissance, la fin, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce que ça change pour la politique, pour nos perspectives de vie et tout ça? Et alors, il y a 2 changements. Un premier, je vous le dis, le deuxième, je vous le montre. Le premier, ce que je vous dis, c'est que si je prends 2050 comme date limite, en 2050, cette même image qui raconte de 3 milliards
d'habitants, parce que tous ces 100 personnages, ça fait 3 milliards d'habitants. C'était les habitants de la Terre en 66. En 2050, on va être 10 milliards. Donc déjà, premier point, on passe de 3 à 10. Et là, déjà, on comprend que la Terre qui nourrissait 3 milliards de personnes va en nourrir plus que 3 fois plus. Et là, c'est déjà un changement énorme. En plus, les 3 milliards n'avaient pas d'air conditioning, n'avaient pas d'air conditionné. Les 10 milliards voudront tous avoir de l'air conditionné. Et je dis l'air conditionné, mais imaginez tous les autres aises qu'on a. Mais la chose la plus intéressante, c'est l'autre. Comment ces 10 milliards en 2050 vont être positionnés en termes de changement démographique? Que va-t-il se passer en 2050? Les 10 milliards. Et alors là, il y a la deuxième image que je passerai rapidement. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième image? Et voilà la deuxième image. Vous voyez à droite la deuxième image. Alors la deuxième image, elle est intéressante parce qu'en fait, il y a un seul vrai changement. Et le seul vrai changement, c'est que nous, les Européens, on devient très peu et les Africains deviennent très nombreux. Et tout ça, il faut le multiplier par 3. Parce que les Européens, nous, on était 20. Si vous prenez la première image, on était 20 sur cette petite île, et on devient 6. Les Africains, ils étaient 7, 8, et ils deviennent 20. Mais il faut multiplier 3 fois. Donc, si je vous dis les chiffres, nous, on reste les mêmes en chiffres absolus. On était 500 millions, 600 millions, et on reste les mêmes. 500 millions sur 3 milliards et 500 millions sur 10 milliards. Les Africains, ils étaient très peu nombreux. Ils étaient pas plus que 200 millions de gens en 66. Ils vont devenir 2 milliards de gens. Mais les Asiatiques aussi. Ils étaient 1,5 milliard. Ils vont devenir 5 milliards. 5 milliards. Et nous, on va être toujours les mêmes 500 millions. Quand je dis nous, les Européens. Alors, et je termine rapidement, quelle est la relation avec le point dont on est en train de parler? C'est très simple. Dans la première image, les 20 dans l'image, vous pouvez tranquillement changer leurs vêtements et vous pouvez mettre à la place de leurs vêtements les drapeaux nationaux des pays les plus grands. Et vous avez 2 habillés en tricolore français, vous en avez 2 habillés en tricolore italien, vous en avez 2 habillés en allemand, 2 en Royaume-Uni, etc. Mais si vous prenez la deuxième image, et ils sont seulement 6. Pour avoir un tricolore français, il faut peut-être un bras. Pour avoir un tricolore italien, il faut peut-être l'autre bras. Alors, quel est le message que je veux passer? C'est que le futur de la politique et de la démocratie, de nos politiques, de nos démocraties, doit tenir en compte le fait que on était habitué à être le centre du monde, parce que la première image nous raconte ça, et même en termes de puissance démographique et aussi économique. Là, je ne fais pas le discours économique qui serait même pire de ce que je suis en train de faire à cause du pouvoir de la Chine et tout le reste. Mais donc, le point essentiel est que pour être autant influent dans le monde de demain qu'était la France toute seule en 66, il faut être tous ensemble les Européens. Pour être autant influent qu'étaient les Allemands ou les Britanniques tout seuls en 66, il faut être tous ensemble, nous, les Européens. Si on reste tout seul, chacun d'entre nous, on va être irrélevant du point de vue de la puissance économique, du poids démographique, de tout le reste. C'est assez simple. C'est les chiffres, c'est l'histoire. Mais est-ce que ce message est un message négatif, le message que je vous passe? Non, je le transforme en message tout de suite positif. Parce que être ensemble, ce n'est pas si difficile que ça. On l'a vu pendant la pandémie. On a pris des choix qui ont été des choix. On a vu ce que faisait un pays, l'autre. En quelques jours, on a fait les mêmes choix. On est de plus en plus
intégrer, une intégration qui est presque totale. Moi, je vous assure, moi j'ai vécu les derniers 6 ans de ma vie en France, je suis revenu en Italie, c'est comme si je passais de Milan à Rome, ça n'a rien changé. Et j'ai vécu, mes enfants ont vécu en France, ils sont revenus à Paris, bon, c'est leurs 2 pays. On peut discuter beaucoup de la rivalité franco-italienne, de la gastronomie, des fromages, des vins, mais on est 2 pays qui sont capables de s'intégrer complètement. La même chose entre la France et l'Allemagne. On peut naturellement dire qu'il y a des différences, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de différence entre la Côte d'Azur et les Vosges et la Bretagne? Est-ce que je ne peux pas vous dire qu'il y a des différences entre la Sicile et la Vénétie? Il y a des énormes différences. Peut-être qu'il y a plus de proximité entre le Piémont et la Côte d'Azur qu'entre le Piémont et la Sicile. Alors, j'arrête tout de suite, mais pourquoi je cite ça? Parce qu'une des fortes raisons du populisme est cette anxiété vers le futur. Cette idée de dire on veut revenir aux 30 glorieuses. Et ce discours que j'écoute beaucoup de fois en France est le même qu'on fait chez nous en Italie. En Italie, ça s'appelle il miracolo economico. Gli anni del miracolo economico. C'est la même chose. Vous appelez ça les années, les 30 glorieuses. C'est la même chose. C'était une époque dans laquelle l'Italie et la France, avec 4 ou 5 autres pays au monde, étaient le centre du monde. C'était ça parce que il y avait l'Europe de l'Est et toute la partie Est du monde complètement dans le freezer, dans le réfrigérateur. Il y avait l'Amérique latine qui n'était même pas presque là, l'Afrique n'était même pas là. Donc c'était, nous, on était le centre du monde. Alors, il faut comprendre ce qui se passe, il faut prendre le bien, le meilleur de ce qui se passe, parce que il se passe un changement au niveau global qui donne beaucoup d'opportunités, des énormes opportunités pour nos, par exemple, pour notre savoir-faire, le savoir-faire français et italien. Je reprends les 2 exemples qui me viennent le mieux. A aujourd'hui une force planétaire énorme grâce au fait que le monde est devenu global et tout le monde autour de la planète veut des vêtements français, des vêtements italiens, des vins français, du savoir-faire français-italien. Donc le fait que le monde soit si large que ça, c'est pas une menace pour nous. C'est une opportunité énorme pour nous tous. Les plus grandes marques françaises et italiennes ont un succès énorme grâce au fait qu'ils vendent à l'étranger, pas qu'ils vendent chez nous. Si vous prenez les plus grandes marques de nos pays, que ce soit les marques gastronomiques ou la mode, ou tout ce que vous voulez, le grand succès, c'est à l'étranger. Ils vendent en Chine, en Corée, en Asie, aux États-Unis, beaucoup plus de ce qu'ils vendent ici. Et ils font des boulots ici. Donc, oui. Mais la mondialisation qui, en effet, nous profite, inquiète quand même. Et c'est exactement les Italiens et les ce Français, point. peut-être même encore plus les Français que les Italiens. Mais non, mais les Italiens comme les Français, à cause de cette accélération dont je parlais, et à cause du fait qu'il faut la maîtriser, cette mondialisation. Il faut qu'on n'ait pas l'idée que on pousse sur des directions de marche qui, à la fin, finissent par être négatives. Par exemple, qu'est-ce que la pandémie nous a amené de positif? La pandémie a été un désastre. Mais la pandémie nous a apporté des enseignements assez importants. Je vous en dis quelques-uns. Le premier, la proximité est redevenue une valeur importante. Ce n'était pas comme ça. On arrivait même à dire que la dimension est la chose qui compte et que les décisions soient prises le plus haut que possible. Non. On a revu que la proximité est importante. Là, je pense que c'est très important. La deuxième chose, l'interdépendance. Là, je ferai un autre petit exemple. Avant la pandémie, qu'est-ce que c'était le monde? À la fin, le monde était un océan avec 195 bateaux. Je dis 195 parce que c'est les pays de l'ONU. Bateaux. Chacun dans son propre bateau. On regardait le bateau proche de nous,
Et s'il sombrait, on cherchait de l'aider. Mais s'il sombrait, c'était lui qui sombrait, pas moi. Je vous invite à réfléchir sur ce qu'on a vu et comment on a vécu ce qui s'est passé en Syrie et au Venezuela. Je ne parle pas de deux pays quelconques. On a tous la mémoire de ce que c'était le Venezuela dans les années 80. C'était le moteur de l'Amérique latine. Ce que c'était la Syrie, non plus tard, il y a 15 ans, 20 ans. Un grand pays, peut-être le pays le plus avancé du Moyen-Orient. Ils se sont totalement effondrés. Deux bateaux qui ont sombré. On les a regardés, ils ont sombré. Alors, après la pandémie, moi j'ai la sensation que le monde est devenu un grand bateau avec 195 cabines. Un peu plus grandes, moins grandes. Il y a la première classe, la troisième classe. Par exemple, les vaccins. Nous, on a les vaccins. Nous, on est première classe. Les Africains n'ont pas les vaccins. La troisième classe existe. Il faut se poser le problème. C'est un problème général parce que l'interdépendance veut dire que un virus qui démarre d'un marché d'une ville qui s'appelle Wuhan. Moi, je ne savais même pas que la ville Wuhan existait. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, il y a 2 ans, savait de l'existence de la ville de Wuhan. Moi, j'avoue que je ne savais pas qu'elle existait. Mais un truc qui s'est passé là nous a bouleversé la vie à nous. Donc, l'interdépendance existe et il faut, puisqu'on est dans le même bateau, il faut s'aider. Il faut s'aider entre nous. Et quand je dis on est dans le même bateau, je dis aussi que si les deux cabines les plus importantes du bateau se font la guerre, le bateau va sombrer. Et on va sombrer tous. Ce n'est pas seulement les deux qui vont sombrer. Là, je parle de la Chine et des États-Unis, évidemment. Donc, pour revenir au rôle de la politique, quand je dis que le populisme n'est pas une bonne réponse, parce que le populisme nous parle du bon vieux temps. Mais le bon vieux temps aurait besoin de revenir à la première image. Mais c'est un peu comme si je ne veux pas accepter le temps qui passe. Le temps passe. Les choses ont changé. Et pour que les choses changent, il faut être capable de changer nous-mêmes. Quand je dis changer nous-mêmes, je dis l'Europe. Le discours que je vous fais sur l'Europe, et donc la politique contre le populisme et en faveur de choix positifs, c'est exactement ça. Le discours sur l'Europe que je vous fais n'est pas un discours rhétorique. Il faut faire l'Europe parce qu'il faut faire l'Europe. Non. Il faut faire l'Europe à cause de ça. Ouais, bien sûr. Parce que si on regarde cette image, on comprend que simplement on a une seule solution, faire l'Europe. Être capable ensemble d'avoir cette capacité de nous défendre quand il est nécessaire. Vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans, quand Trump a dit « Bon, j'en ai marre des Européens qui me font le dumping sur l'industrie, je leur fais le dumping et je fais le protectionnisme contre leurs produits. » Et on a tout de suite compris que pour le camembert, Parmigiano Reggiano, Bordeaux et tout ça, c'était un désastre. Et pourquoi il n'a pas fait ça à la fin? Parce que comme Européens, on a l'Italie sur le Parmigiano Reggiano, sur le prosciutto di Parma, probablement on aurait perdu. Parce que c'était pas au niveau de la force qu'a eu l'Europe de dire, écoute, si tu fais comme ça, on met le protectionnisme sur tous les produits américains. Et puis on en reparle. Parce que nous, l'Europe, on est aussi puissants, tous ensemble, que vous. Alors, quand je dis l'Europe, je dis ça, je pourrais dire aussi d'autres choses. Le fait que nous, par exemple, on est la patrie des valeurs, des droits, les lumières, les droits de l'homme,
la presse indépendante, l'enseignement indépendant. Toutes ces choses-là, vous les mettez tous ensemble en Europe. C'est pour ça que je pense qu'il faut la défendre. Et l'avenir de la politique et de nos démocraties, c'est là. C'est pour ça que moi j'ai des doutes sur ce que les Polonais et les Hongrois sont en train de faire. Parce que sur le sujet, par exemple, rule of law, état de droit, état de droit, la question du fait que la Pologne est en train de, le gouvernement polonais, de prendre des positions sur quelques-uns de ces sujets, que ce soit les droits civils, que ce soit l'indépendance de la justice. Alors tout ça, ça touche les questions essentielles de nos démocraties et de nos valeurs européennes. Et donc je pense qu'il faut répondre. Parce qu'à la fin, nous, au niveau européen, on a cette capacité d'être ensemble, d'influencer le monde, mais il faut le faire ensemble. Quand je dis influencer le monde, moi, pour être très clair, je refuse et je cherche de réagir à l'argument suisse que quelquefois quelqu'un me dit quand je fais ce genre de discours. C'est-à-dire, quelqu'un me fait un discours à la Suisse et il me dit, écoute, mais tu nous fais tout un discours sur le fait qu'il faut être influent dans le monde. Moi, franchement, je m'en fiche d'être influent dans le monde. Moi, je veux vivre chez moi comme j'ai toujours vécu chez moi, sans que les gens me foutent la paix. Point. Ça, c'est l'argument suisse. Je veux vivre comme dans mon canton suisse, sans que personne me... Donc, ce que les Américains vont faire, les Chinois vont faire, je m'en fiche. Moi, je veux être moi tout seul. Donc, je ne veux même pas me mêler avec les autres Européens. Alors, cet argument, aujourd'hui, est un non-argument. Parce que même si on voudrait être comme ça, on ne peut pas être comme ça. Bien sûr, on a besoin de la puissance. Mais pour une raison très simple. Hein. Écoutez, toute l'évolution de ce qui nous mène dans la vie chaque jour, chaque moment de nos vies, c'est-à-dire la technologie, tout ça passe par les États-Unis et par la Chine. Et ou bien nous, les Européens, par exemple, nous sommes forts, assez forts à obliger les autres à appliquer nos valeurs. Vous allez me dire, qu'est-ce que sont nos valeurs appliquées à ça? Par exemple, la protection des données personnelles. La privacy, comme on dit. C'est une valeur énorme. Les Américains et les Chinois ont une autre idée de penser à ça. Vous savez que ça, désormais, c'est une deuxième identité de chacun d'entre nous. À l'intérieur de ça, vous avez un deuxième vous-même. Et évidemment, ça pose un grand problème politique et légal. Parce qu'on n'a jamais eu quelque chose de différent de nous-mêmes, mais qui est nous-mêmes en dehors de notre corps. Et la première fois qu'on l'a. Donc si quelqu'un entre là-dedans, il entre dans moi-même. Il ne peut pas le faire. Mais évidemment, si nos mobiles sont tous américains ou asiatiques, parce que désormais c'est comme ça, est-ce que quelqu'un d'entre vous a un mobile qui n'est pas américain ou asiatique? Voilà. Bon, les Américains et les Asiatiques, sur ce sujet, ont deux approches différentes. Pour les Américains, les données personnelles, c'est le marché. Oui, absolument. Donc c'est la réputation du marché, c'est pas les règles. Elles vont permettre de rendre un service. Voilà, ils n'ont pas de règles sur la privacy comme chez nous. Les Asiatiques, c'est l'État. L'État, pas moi, mais l'État, le vrai. C'est l'État qui décide. Donc c'est une approche sécuritaire. Moi, j'étais à Séoul il y a quelque temps, il y a quelques semaines. Ils m'ont raconté ce qui se passait avec le Covid. Ils étaient dans une traçabilité de leur vie dans laquelle ils étaient appelés à leur téléphone par un opérateur public qui lui disait « Vous êtes sorti de votre maison, vous ne pouvez pas sortir de votre maison, vous restez à votre maison maintenant. » Avec un contrôle, vous comprenez très bien ce que ça veut dire
si l'État a une approche totalement sécuritaire à ça. Donc, quand je dis que l'approche du canton suisse, c'est pas la bonne, je le dis c'est pour ça aussi, parce que même les protocoles avec lesquels nos vies sont construites, ce sont des protocoles qui doivent être bâtis dans une grande discussion, dans un grand débat mondial, dans lequel nous, les Européens, on a la même approche, parce que les Français, les Italiens, les Allemands, les Portugais, on pense la même chose sur ce sujet. C'est la définition totalement la même chose. Évidemment, bien sûr. Mais c'est très intéressant parce qu'on avait très exactement ce débat hier soir avec Clément Beaune. Et en fait, on partage complètement ce point de vue. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, peut-être que les Italiens et les Français ont une position commune plus forte que, par exemple, les Français ou les Allemands, ou les Italiens ou les Allemands. Alors, Clément Beaune avait l'air de dire que la position allemande en faveur de l'idée de la puissance européenne était en train de progresser, mais je suis évidemment entièrement d'accord avec toi. On ne peut pas, dans ce contexte, espérer avoir de l'influence du pouvoir sans l'Union européenne. Alors, justement, j'ai une question aux responsables politiques italiens. L'Italie, aujourd'hui, bénéficie d'argent européen qui lui permettent de mener un très grand plan de relance. Et ce plan de relance permet au gouvernement Draghi de faire beaucoup de réformes. Des réformes qui, sans doute, étaient nécessaires depuis longtemps aux États-Unis, qui n'avaient pas été faites, peut-être, j'imagine, pour des problèmes politiques. Mais bon, aujourd'hui, on a l'impression que les choses avancent dans le sens d'une débureaucratisation de l'Italie, d'un État plus efficace, d'une simplification d'un certain nombre de procédures, notamment dans le domaine juridique. Est-ce que les Italiens... Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ma vision est juste ? Est-ce qu'il se passe quelque chose de très positif en Italie ? Première chose. Et deuxième chose, est-ce que les Italiens sont conscients que ce qui est en train de se réaliser en Italie est, je dirais, une production conjointe, une production italiano-européenne ? Alors, sur la deuxième question, je te réponds tout de suite oui. Et la démonstration de ça, c'est les sondages de l'Eurobaromètre, qui sont très intéressants pour mon pays, parce que l'Italie était le pays le plus pro-européen de tous, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Puis, la décennie 2008 jusqu'à maintenant a changé complètement la donne, parce qu'on a eu l'impression que sur deux grands sujets, l'austérité, donc la crise de 2008-2011, et ce qui s'était passé après, et la crise migratoire, à la fin, notre participation à une aventure commune européenne n'était pas utile, parce que quand on se trouvait en difficulté, on était laissé seul. Ça, c'était un peu le message qui passait. Parce qu'en fait, nous, on a les côtes où les migrants débarquent, mais c'est pas notre faute. C'est la géographie qui fait ça. Donc, il faudra gérer tout ça ensemble. Ça, c'est un peu le message qu'on aurait voulu faire passer. Et sur l'austérité, c'est la même question. Ce n'est pas notre faute, la crise de 2008-2011. Elle est arrivée des États-Unis, cette crise. Bien sûr. Elle n'est pas issue de l'Italie ou de l'Espagne ou de l'Irlande, qui étaient les pays les plus touchés. Elle est arrivée des États-Unis, et la réponse européenne, menée par l'Allemagne de Schäuble, de cette période, était la réponse de dire « bon, c'est votre faute. Vous avez des données économiques qui ne marchent pas, donc cette crise va rendre tout ça pire, et on vous demande de faire des coupes. » Voilà. Et ça va vous obliger à changer, etc. Bon, évidemment, et à rentrer dans le rang, comme on dit. Évidemment, ça a eu exactement l'effet contraire. Donc, dans la décennie, ces deux crises ont fait en sorte que les Italiens sont devenus eurosceptiques. Première fois dans notre histoire. Oui. Donc, vous prenez les sondages d'il y a 1 an et demi. Ah oui, c'est fascinant ça. L'Europe était au plus bas dans les sondages des Italiens. D'accord. Il y a eu les premiers 2 mois de la crise pandémique, donc mars, avril, ça a été un désastre total. On avait eu l'impression d'être laissé vraiment tout seul. Et puis les choses ont changé. Et le moment du changement, moi je l'identifie dans le sommet franco-allemand de mai de l'année passée. C'était, je crois, le 17 ou le 18. Oui, quand la France et l'Allemagne, ensemble, ont inventé ce plan de relance, qui est génial
pour la façon dans laquelle il est créé. Parce que ce n'est pas de l'argent néerlandais qui va aux Italiens, ou de l'argent des Allemands qui va aux Espagnols, ou de l'argent des Français qui va aux Portugais. Ça aurait été une erreur. Mais c'est l'Europe qui trouve ensemble, stronger together, parce que l'union fait la force. On est capable de trouver de l'argent frais, et cet argent frais, on le distribue avec une liste de priorités aux pays qui étaient le plus touchés. Et dans le classement des priorités, c'était l'Italie, l'Espagne et la France. Ouais. C'est les 3 pays qui touchent le plus, l'Italie et l'Espagne beaucoup plus que la France, mais la France est le 3e, de cet argent européen du plan de relance. Et c'est la première fois que l'Europe fait 2 choses ensemble. La première, ensemble, on va dans les marchés et on trouve de l'argent frais. Donc de l'argent qui n'est pas la contribution du contribuable français ou du contribuable italien. C'est de l'argent qui vient des marchés. Et on en a parce qu'on est tous ensemble, donc on est crédible. On peut l'avoir avec des taux très bas et ça marche. Et deuxième, on donne cet argent au pays en raison de les besoins, des besoins. De leurs besoins. C'est le changement radical. On ne donne pas cet argent en termes de le pays le plus grand, plan le plus, non, le pays le plus touché. Donc c'est un principe essentiel pour le futur. Oui, et une vraie révolution. Je me permets d'insister là-dessus parce que avant la crise, on ne pensait pas que faire une telle chose eût été possible dans l'Union européenne. Et c'est la crise en fait qui a rendu ça possible. Et le fait que les Allemands quand même aient beaucoup fait évoluer leur position, aussi parce que ce sont des gens pragmatiques. Ce que tu dis est vraiment fondamental. Sur les réformes, parce que ça nous intéresse quand même. Alors je sais qu'en France, on s'intéresse pas assez aux autres pays, mais quand même, les réformes Draghi. Et puis alors, en plus, ici, on est à quelques dizaines de kilomètres de l'Italie. Non, la situation politique italienne est aujourd'hui, c'est un espace un petit miracle qui est en train de se passer parce que il y a une large majorité. Cette large majorité évite de faire en sorte qu'on ne puisse pas prendre des décisions, même difficiles, et de les faire accepter, et de les accepter toutes. On est en train de réformer la justice, qui est le sujet le plus important, parce que la justice italienne ne marchait pas, donc c'était pas un élément d'attractivité pour ceux qui viennent de l'étranger. La digitalisation du pays, qui est un énorme problème à cause du Sud, surtout, qui est beaucoup moins digitalisé que le Nord, les infrastructures et beaucoup d'autres points essentiels. Évidemment, le retard qu'on avait, surtout dans le Sud du pays, était énorme et la situation politique reste très difficile. Je ne veux pas dire que tout est fait. Mais franchement, on est en train de rattraper du retard et surtout, on est en train de faire une chose essentielle. Je l'ai dit en 2 mots. Le grand problème de la crise précédente, ça a été qu'on n'avait pas d'aide pour les investissements. Donc, puisqu'on ne pouvait pas couper les dépenses du welfare, donc on ne pouvait pas couper les dépenses pour les hôpitaux ou pour l'éducation, donc on a employé l'argent des investissements pour les dépenses courantes. Ça, c'est l'histoire de 2011, 12, 13, etc. Et ça a eu une conséquence énorme sur la productivité et sur la baisse de croissance. Évidemment. Cette fois-ci, on a l'argent européen qui est ciblé sur les investissements. Donc, ça peut faire en sorte que la croissance soit durable, long terme. Je pense que c'est un point essentiel. Et l'autre point essentiel de ce plan de relance, c'est la question, j'ai cité digitalisation, qui est fondamentale pour rattraper le retard avec les Américains et les Chinois. La deuxième, c'est la soutenabilité, évidemment. Parce qu'on sait tous très bien que à tout ce discours que j'ai fait sur les images, on devrait ajouter le discours sur le changement climatique. On sait tous qu'on est dans un compte à rebours et on est trop lent dans nos choix. Et on ne fait pas assez. Moi, je me rappelle toujours, j'étais étudiant quand Reagan et Gorbatchev s'étaient rencontrés la première fois. Et ils s'étaient rencontrés dans un bois à Camp David, et puis ils étaient allés dans un coin sans les interprètes. Et il paraît que
Reagan, à un certain moment, a demandé à Gorbatchev, mais si les Martiens nous attaquaient, à nous les Américains, qu'est-ce que vous feriez, vous? Et Gorbatchev lui avait dit, on viendrait vous sauver, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, si les Martiens nous attaquaient Moscou, etc. Et l'autre lui avait dit, on viendrait... Alors, moi, je substitue les Martiens avec le changement climatique. Puisque le changement climatique est en train d'attaquer tous. Oui. Et on voit tous les changements, les différences. On voit aussi un changement d'approche. Les plus jeunes sont plus sensibles par rapport à nos générations. Nous, on est un peu moins sensibles. Et il est assez naturel. Quand tu es jeune et tu votes pour la première fois à 18 ans, tu as devant toi probablement 90 ans de vie moyenne devant toi. 90 ans de vie devant toi, parce que c'est ça que la démographie moyenne. Sans doute beaucoup. Donc tu penses au monde en 2110, oui, ce qui n'est pas mon horizon à moi, évidemment. Mais avoir un horizon si long que ça t'oblige à penser aux choses de façon différente. Donc, la question changement climatique change la démocratie. On parle de démocratie. Parce que, évidemment, il faut se donner la force de prendre des décisions de long terme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout de suite évident. Mais il faut le faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il faut le faire parce qu'on sait tous très bien ce qui va se passer dans le monde d'il y a 100 ans. Alors moi, je ne serai plus là, mais mon fils, mes 3 enfants seront probablement là. Et leurs enfants seront là, sûrement. Donc, il faut se poser le problème et il faut que la politique, c'est pour ça, là aussi, la démocratie et le fait que les niveaux sont importants. Parce que là, le niveau national n'est pas suffisant. Si on se met tous ensemble au niveau européen, on est capable de se dire, bon, il faut qu'on prenne ce choix climat pour le futur. Si on ne le prend pas, on ne va pas y arriver parce que, en fait, c'est pas une question de faire baisser nos consommations, parce qu'elles sont en train de monter. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vu le premier truc d'air conditionné dans les années 70, quand j'étais gamin. Et c'était une exception. Aujourd'hui, vous entrez dans une habitation, s'il n'y a pas, tout de suite, vous devez, où est-ce qu'entre le truc, là? Et si tout le monde a ça, évidemment, imaginez-vous ce que ça donne en termes de prix de l'énergie, de consommation et tout ça. Et évidemment, nos vies sont liées à ces choix. C'est possible, mais il faut le faire. Oui, absolument. Merci mon cher Enrico Letta pour ce plaidoyer pour le multilatéralisme, pour l'Union européenne. On a le temps pour 2-3 questions. On a 10 minutes à peu près. Et donc, si le micro peut circuler, s'il y a des questions pour le Premier ministre. Une question là-bas. Donc, est-ce que le micro peut partir dans cette direction? Alors, désolé, c'est vraiment, mais là, c'est le... Ouais, je suis désolé, j'ai vraiment à l'opposé. Non, c'est pas... On a 10 minutes, hein, c'est pas la peine de courir non plus. Et je vous demande de garder votre masque. 1000 merci à vous. Et si on peut ouvrir le micro, alors là, c'est encore mieux. Ah non, ça, c'est pas de votre faute. Hein. Sinon, vous criez. Ah non, ça marche. Ouais. Oui, j'aime bien votre discours sur l'Europe. Je suis convaincu que les investissements dans le domaine médical, militaire ou autre ne sont plus à l'échelle d'un pays. Mais avez-vous des raisons d'être optimiste? Vous avez parlé donc des positions de la Pologne et de la Hongrie. Vous n'avez pas parlé du Brexit. Et en fait, les égoïsmes européens existent depuis plusieurs siècles et on n'arrive pas à faire l'Europe. Et quand on parle d'Europe politique, avec un exécutif qui probablement me semble être la seule solution, en général, on me rit au nez. Donc voilà, avez-vous des raisons d'être optimiste? J'ai des raisons pour être optimiste parce que je vois le parcours qu'on a fait pendant ces derniers temps, qui est franchement incroyable. Si on s'était vu ici, février 2020,
Février 2020, c'était le mois où sortait une interview de Madame Merkel. Donc, je suis pas en train de parler des plus... De nos amis polonais. Voilà, de Madame Merkel qui disait les eurobonds, là, c'est pour une autre génération. Et au mois de mai, on a fait les eurobonds. Donc, les eurobonds, ça veut dire tout le mécanisme que je vous ai raconté auparavant. Un mécanisme extraordinaire qui fait en sorte qu'on est tous ensemble. Je reprends Madame Merkel. Le jour où elle a décidé de faire ça, sous la pression française, elle a reçu une lettre de la part de du président de l'industrie automobile allemande. C'est génial. Parce que le type, le président de l'industrie automobile allemande, lui dit, chère chancelière, il faut absolument sauver l'Italie, cette fois, pas comme la fois dernière. Et non pas seulement pour des raisons de valeur, des raisons humanitaires, des raisons de solidarité politique, mais pour des raisons économiques, d'intérêt de l'Allemagne. Ils expliquent, chiffre à la main, à la chancelière, parce que l'industrie automobile est le pilier de la puissance allemande dans le monde. Le problème n'est pas le marché italien, c'est-à-dire que les Italiens achètent des Mercedes ou des Porsche ou des je sais pas quoi. Mais le problème, c'est que toutes nos automobiles sont construites au moins un tiers par des industries italiennes en Italie. Point. Donc, si l'Italie s'effondre, c'est notre industrie automobile. Alors, ce petit discours que je vous fais sur l'industrie automobile allemande, vous pouvez le faire dans tous les domaines. Entre l'Italie et la France, entre l'Italie et l'Espagne, entre la France et l'Espagne, entre la Belgique et la France. Désormais, on est devenu de plus en plus... Et c'est la même chose, si vous voyez, avec les générations. Les jeunes, aujourd'hui, sont naturellement européens. Parce que pour eux, voyager d'un pays à l'autre, parler une autre langue, c'est quelque chose de beaucoup plus simple de ce que c'était pour nos générations. Ou à la fin, le drapeau national était un peu plus fort de ce que c'est pour aujourd'hui. Le point, et je viens à votre question, est comment faire en sorte que la démocratie européenne fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, là, j'admets qu'il y a un problème. C'est-à-dire, c'est une démocratie européenne où les enjeux sont européens, et puis on a un problème sérieux de mon point de vue. Et là, je touche le sujet démocratie. Le problème sérieux, c'est que les leaders européens, qui est-ce qui mène en Europe? Qui est le driver en Europe? C'est le Conseil européen, qui est fait par 27 personnes, qui sont l'Europe. Le problème, c'est que ces 27, chacun de ces 27 est élu par son propre électorat, par son propre pays. Le consensus lui vient par ceux qui parlent sa propre langue. Donc c'est très compliqué. Je vous raconte une chose très simple, mon expérience au Conseil européen. Tu participes au Conseil européen, tu pars de ton pays pour la réunion du Conseil européen et tu as tous les journalistes de ton pays qui s'attendent que tu obtiennes des résultats pour ton propre pays dans cette réunion. Tu participes à cette réunion et tu sors de cette réunion et tu fais la conférence de presse avec les journalistes de ton pays qui te demandent une seule chose. Est-ce que tu as eu la possibilité de battre ton voisin et obtenir plus d'argent pour les agriculteurs ou le truc, le machin, etc. Et tu racontes ça. Donc, moi, quand j'étais au Conseil européen, je voyais ça. Je voyais que il y avait la conférence de presse du président du Conseil européen, de la présidente de la Commission européenne, où tu avais la presse européenne qui écoutait. Puis tu avais la presse nationale qui allait aux conférences de presse des premiers ministres ou du président de la République en France. Et en lisant ce que racontaient les 27 conférences de presse, tu avais l'impression qu'il y avait eu 27 conseils européens totalement différents. Chacun racontait à sa propre presse ce qu'il voulait, de ce qu'il avait obtenu et tout ça. Alors là, en deux mots,
vous avez raison à poser le problème. Là, il existe, de mon point de vue, un sujet. Et comment peut-on, et comme ça j'entre dans les solutions de ce débat, moi je pense qu'il y a une seule solution possible. Il faut voter ensemble pour quelque chose. Ce qui aujourd'hui ne se passe pas. On pourrait voter ensemble le président ou la présidente de la Commission européenne. Quand je dis ensemble, nous. Moi, je vote en Italie, vous votez en France. On pourrait tranquillement avoir une compétition entre personnalités européennes et on choisit. Et je suis sûr que quelqu'un d'entre vous va voter avec moi pour un président ou une présidente, je sais pas, belge. Quelqu'un d'autre de cette salle, pas moi, avec Nicolas, va voter pour un président de la Commission portugais. Et là, ce n'est pas la nationalité de cet homme qui compte. Mais à la fin, c'est ce qu'il propose. Ou de cette femme, ce qu'elle propose. Mais si on n'arrive pas à ça, on continue avec une politique qui est totalement nationale. Vous votez pour l'Assemblée nationale, pour le président de la République qui vous représente au Conseil européen, et vous votez pour vos parlementaires européens, qui sont les Français au Parlement européen. Moi, je fais la même chose en Italie. On n'a pas la possibilité de mêler nos voix, nos votes. Et je pense que là, c'est un problème sérieux. Parce que, en vérité, le débat politique est allé beaucoup en avant sur ça. Et on serait capable de faire un débat politique dans lequel on décide et on a 4-5 grandes personnalités qui se disputent. Ce serait un rafraîchissement démocratique absolument extraordinaire. Je pense que ce serait aussi beaucoup plus amusant. Oui, plus intéressant. Franchement, ce serait beaucoup plus intéressant. Alors là, je sais, je précède une question qui va sûrement arriver. Comment fait-on avec la langue ? Parce que, évidemment, la question linguistique, moi je suis en train de faire... Les Suisses y arrivent. Ce discours-là, je suis italien, on est ensemble, mais seulement grâce à mes parents, qui m'ont amené en France quand j'avais 6 ans, et c'est pas mon mérite. J'ai fréquenté l'école française, donc je parle le français comme ça. Seulement à cause de cet épisode de ma vie. Mais évidemment, je sais très bien que je ne serais pas capable de faire ce même jeu en Allemagne, ou au Portugal, ou aux Pays-Bas, évidemment. Et la langue compte en politique. Donc, il est évident qu'il faut faire un discours qui soit capable de dépasser ce problème. Aujourd'hui, ce n'est pas impossible avec la technologie. Donc là, c'est un des sujets sur lesquels je pense que la technologie va beaucoup aider la politique et l'Europe. Parce que le vrai problème, cet obstacle de la langue, va être un jour rapidement surmonté par la technologie. Aujourd'hui, déjà, vous avez Google Translator, vous allez sur Google Translator, vous avez beaucoup de solutions qu'on n'avait pas auparavant. Donc, voilà, c'est un sujet majeur. Vous avez très bien fait à poser cette question. J'ai cherché de répondre sur quelques-uns des points. Je pourrais faire d'autres éléments, mais vous avez raison, c'est le point essentiel. Merci, mon cher Enrico Letta. Nous arrivons au terme de cette conclusion que tu m'as fait l'honneur de partager avec moi, cette conclusion des rencontres de l'avenir, et au terme de ces 3 jours, je voudrais déjà qu'on remercie dans un premier temps le Premier ministre italien, et puis je voudrais vous dire 2-3 choses en 1 minute. La première chose, c'est que bien évidemment, je vous remercie de votre présence dans des circonstances qui étaient des circonstances difficiles. Mais vraiment, je voudrais vous remercier tous et toutes pour le respect très grand des gestes barrières. Voilà, on a pu organiser, on a plusieurs milliers de personnes qui sont passées par ce palais des congrès durant ces 3 jours. On vous donnera les chiffres, on va regarder avec la billetterie, là, comme on le fait chaque année, on va regarder ça cette semaine et on vous communiquera le chiffre. Mais on a plusieurs milliers de personnes qui sont passées par ce palais des congrès. Tout le monde a respecté les règles du jeu, tout le monde avait son passe sanitaire, tout le monde a utilisé le gel hydroalcoolique, tout le monde a maintenu son masque en permanence. Comme je vous le disais, c'était assez loin des images que j'ai vues furtivement à la télévision tout à l'heure dans des grands meetings là, dans lesquels on va remettre de l'ordre, j'espère, en Conseil de défense demain, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, même quand on est en période électorale. C'est aussi ça, la démocratie et l'état de droit, c'est la même règle pour tout le monde. On n'a pas à Saint-Raphaël les gens qui
se comportent bien et qui respectent la règle de droit, et dans d'autres endroits, les gens qui font n'importe quoi. Ça, c'est pas possible, et donc j'espère qu'on va régler ça rapidement. Donc vraiment, un grand merci et un grand bravo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que voilà, tous les intervenants l'ont dit. On a vraiment de bonnes raisons de penser que ce qui est devant nous est très intéressant, parce que tu prenais l'exemple de l'Union européenne, mais ce plan-là, qui s'appelle EU Next Generation, qui est assez mal connu sans doute de nos concitoyens, mais c'est un plan extraordinaire, là, ce qu'a fait l'Union européenne. C'est très bien, c'est très intelligent. Cette idée, au fond, de s'appuyer sur les opportunités que nous donne la crise, elle est très grave, bien évidemment. Mais néanmoins, comme elle est très grave, essayons d'en tirer quelque chose. C'est ce qu'on a fait avec l'Union européenne. On s'est appuyé sur les possibilités politiques ouvertes par cette crise pour faire un plan qui est plus qu'un plan de relance. C'est Next Generation, c'est-à-dire que c'est un plan qui essaie de penser des plaies de la crise, mais qui s'intéresse aussi à la question du numérique, aussi à la question écologique. Et en effet, il y a 2 ans, ça c'est quelque chose qui était pas possible. Et donc on le fait, donc on peut avoir confiance. On l'a vu dans les tables rondes qui se sont succédées sur les questions de santé, sur les questions de démocratie, sur les questions d'écologie, sur les questions de laïcité même. On a vu que en France, on essayait de faire quelque chose, et en Europe d'ailleurs. Il y a des grandes différences en termes de laïcité entre l'Europe et les États-Unis. C'est aussi la raison pour laquelle je parlais de civilisation européenne. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie bien évidemment la ville de Saint-Raphaël, le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Basquelier, mon ami, on peut le dire. On travaille ensemble, mais le travail n'exclut pas l'amitié et l'immense complicité que nous avons tous les deux tout au long de l'année. Je crois d'ailleurs que je reviens virtuellement dans quelques jours, virtuellement malheureusement, mais voilà, on fait énormément de choses ensemble et on est toujours aussi heureux de faire toutes ces choses ensemble. Voilà, quant à moi, j'essaie de faire le mieux possible. Merci pour ceux d'entre vous qui me suivent. J'essaie de faire le mieux possible. Et voilà, vive Saint-Raphaël, vive l'Italie, vive l'Union européenne et vive la France. À dans un an.